Bonjour! Alors, on m'a partagé cet article, hein. En ce moment, bon, vous le voyez, je crois qu'il n'y a pas une seule journée qui passe sans qu'on ne mentionne sur les réseaux, un problème de harcèlement scolaire, hein, bien sûr, pour les élèves. Ici, il s'agit, d'un article concernant le harcèlement d'une professeure. Oui, parce que ça arrive aussi, évidemment. Il n'y a pas que les enfants, qui abusent d'autres enfants, hein, qui les harcèlent, il y a également ce problème dans le milieu professionnel entre adultes parce que bien souvent les adultes ne sont pas plus intelligents que les enfants. Alors l'article est assez long donc installez-vous confortablement, prenez un petit thé glacé et nous sommes partis. Gestion du harcèlement entre pairs au sein de l'Académie de Toulouse. Gestion du harcèlement entre pairs, des pratiques contestables dans l'Académie de Toulouse. J'ai rencontré Anne, professeure de SES, dans son bureau tapissé de cartes et de remerciements d'élèves. Elle m'explique être en arrêt maladie. Un peu fatiguée, mais combative, ça se sent quand elle s'exprime. Elle me dit qu'elle a déposé plainte il y a 3 ans contre des collègues pour harcèlement, mais ça, elle ne veut plus en parler. C'est la justice qui s'en occupe, je me suis portée partie civile, il y a une commission rogatoire et une juge qui s'occupe de l'affaire depuis plus d'1 an. Et une deuxième plainte a été déposée récemment à la demande du vice-procureur. Elle dit avoir confiance en la justice. Ce dont elle veut parler, c'est de la façon dont le rectorat de Toulouse a géré l'affaire. Une affiche m'interpelle dans son bureau, elle m'explique que c'est l'affiche de Cyberasso, l'association contre le cyberharcèlement dont elle était présidente. J'ai arrêté, me dit-elle, il fallait déjà que j'aille mieux pour m'occuper de victimes. Je les aide à nouveau depuis quelque temps, mais de façon très ponctuelle. Il y a déjà 3 ans qu'elle a porté plainte. Suite à un événement qui l'a tellement touchée, elle a décidé de parler et a écrit au recteur de l'époque, Monsieur Delaunay, une longue lettre qu'elle me montre, en février 2020. À l'époque, Elisabeth Laporte, une Dasen très bien, donc Dasen c'est directeur académique des services de l'éducation nationale, si je ne me trompe pas. Je l'avais vu réagir à un problème de diffusion de vidéos dans l'école de mon fils, et sa réaction était parfaite, et partie pour devenir rectrice de l'Académie de Strasbourg. Le temps qu'un nouveau Dasen soit nommé, c'était le DAASEN, donc le directeur académique adjoint, du coup, Dasen adjoint, voilà, de l'époque qui a été chargé de l'affaire. Elle me parle de quelqu'un de très humain. Le recteur n'a jamais répondu à sa lettre, mais cet accompagnement lui suffisait, il était très soutenant. Mais arrive la fin de l'année scolaire 2020, une année bien particulière à cause du confinement. Elle me montre des vidéos de cours en ligne qu'elle faisait, dont un cours où Serge Pogam avait accepté de participer, une lettre de parents d'élèves qui s'adresse à sa direction et au recteur. Si tous les enseignants de ce lycée pouvaient s'occuper de nos enfants comme le fait Madame F, ce serait très bien. La lettre est longue, mais ses parents semblent agacés par d'autres enseignants et leurs pratiques pendant le confinement. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit cela, me dit-elle, mais la lettre est élogieuse à son sujet, comme ses rapports d'inspection qu'elle me montre. 2 avis excellents du recteur à ces 2 dernières inspections. Son regard s'assombrit, elle me raconte. En juin, les enseignants sont revenus au lycée pour les conseils de classe. C'était dur, très dur. Certains se comportaient mal avec moi et pour preuve, elle me montre le SMS d'une de ses collègues qui indique « Je te remercie Anne d'être venue au conseil de classe, l'attitude de certains collègues est inacceptable. » Elle ne veut pas m'en dire plus, je n'insiste pas. Donc là, c'est écrit d'une manière assez bizarre, mais les parents d'élèves ont donc dit qu'elle faisait un excellent travail comparé aux autres et du coup les autres ne l'ont pas accepté. Je n'insiste pas, ce n'est pas un bon souvenir, c'est évident à l'avoir. Elle me raconte qu'elle avait passé le concours de personnel de direction cette année-là, qu'elle était admissible, que les oraux ont été supprimés et qu'elle ne faisait pas partie des premiers, donc elle n'a pas eu le concours. Elle rit et me dit « De toute façon, je ne sais pas ce qui m'a pris de passer ce concours, je suis bien incapable de supporter leurs conditions de travail et leur position entre les profs et le rectorat. » Anne me dit qu'il devait y avoir un conseil d'enseignement avec son équipe le lendemain du jour des résultats de ce concours et que ses collègues ne voulaient pas faire ce conseil avec elle. J'en avais assez de tout ça et j'ai fait une grosse bêtise ce soir-là. J'ai fait une tentative de suicide. Elle me dit que c'en était trop, que trop de collègues se mêlaient de son affaire ou portaient des avis sur sa santé mentale. Elle me montre un mail, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle ne voyait plus comment s'en sortir.
Alors, après avoir fait la tournée des magasins et récupéré des denrées pour les porter aux plus démunis et aider une association comme elle le faisait tous les matins et tous les soirs pendant le confinement avec un de ses amis, collègues, elle me dit: mon cerveau tournait en boucle, je ne voulais plus continuer à vivre ça. Cette nuit-là, j'ai fait une tentative de suicide. Mon mari travaillait de nuit, mes enfants n'étaient pas là, j'ai pris des cachets, beaucoup. Et je ne m'en souviens plus, mais j'ai écrit sur Twitter. J'interpellais le rectorat et je disais que seule ma proviseure était un soutien. Un ami m'a montré des copies d'écran. Elle me dit: je ne regrette rien de ce que j'ai écrit, et c'était la vérité sur le terrain, il ne se passait rien. J'avais obtenu la protection fonctionnelle contre 3 collègues, et sur le document qu'elle me montre est indiqué que sa proviseure avait pour mission de la protéger dans l'établissement. Mais ça, des collègues ne l'ont jamais accepté ni compris. Elle me raconte que quelques jours après son geste désespéré, des collègues qui ne lui parlaient plus depuis son dépôt de plainte avaient été écrire dans le cahier CHSCT, du coup je sais pas ce que c'est, des propos la concernant et qui éludaient volontairement une partie de la vérité. Elle me laisse devant l'ordinateur lire. Elle me dit: je ne suis pas encore capable de relire ce qu'ils ont écrit, et ajoute: des collègues ont trouvé leur comportement tellement indigne qu'ils ont écrit au rectorat. Quelques jours après, le DACEN, qui jusque-là avait été très bien, a dû ouvrir son parapluie et m'a laissé un message sur mon répondeur. Comment ça, ouvrir son parapluie? Il savait qu'il était enregistré, donc c'est valable en justice, m'explique-t-elle. Anne me fait écouter. Il évoque le soutien apporté à sa direction, la possibilité de demander une rupture conventionnelle et qu'une enquête administrative allait probablement, très probablement, être mise en route. Plus tard, me dit-elle, j'ai été convoquée au rectorat et une amie a tenu à m'y accompagner. Il y avait le DACEN, adjoint, le DRH et une dame qui s'occupe des mutations. Nous avons discuté et le DACEN reconnaissait qu'il y avait ce type de problème dans certains lycées, mais que parfois on ne pouvait rien faire. Il essayait de la convaincre de quitter l'établissement, mais vous comprenez bien que, vu mon engagement contre le harcèlement et le cyberharcèlement, ce n'était pas entendable pour moi. Les victimes n'ont pas à partir, s'agace-t-elle. Ça suffit la double peine, mais elle m'explique qu'en dépit de son opposition, ils ont quand même essayé de la faire partir. Ils m'ont fait visiter le lycée de Pibrac par la proviseure qui a été très agréable. Mais non, me dit-elle, je ne voulais pas partir. Je menais plein de projets, j'avais un réseau sur Colomiers et je voulais revenir dans mon lycée. Ils ont fini par accepter le 21 juillet. Le DACEN m'a appelé, mon père était avec moi car je n'étais pas bien. J'attendais leur réponse et j'ai discuté avec lui en main libre. Mon père a entendu la conversation. Celui-ci me disait que je pouvais reprendre au lycée Victor Hugo de Colomiers, mais que je devais m'en tenir au minimum syndical, ne pas arriver en avance, éviter la salle des professeurs et partir dès la fin de mes cours. Elle me montre alors une quinzaine d'articles de la Dépêche, au moins qui retracent des actions, des projets avec ses élèves. Anne m'explique que, pour elle, c'était important de donner une belle image de son établissement, que les élèves en soient fiers et que ça leur donne envie d'y venir. Elle ajoute: ça faisait aussi partie des projets puisque je mettais souvent directement la journaliste en lien avec les élèves pour la rédaction de l'article. Ils étaient très contents de travailler avec une journaliste. Mais cela ne plaisait pas à certains collègues. On m'a dit que je faisais de la pub pour ma proviseure. Et puis, comme ça ne plaisait pas à certains, j'ai demandé à la journaliste de ne plus mettre mon nom dans les articles. Comme ça, les lecteurs pouvaient imaginer que c'était un autre enseignant. Et franchement, que mon nom soit dans la dépêche, ça ne me faisait rien. Son visage s'illumine à nouveau et en riant, elle me dit: en plus, à force, c'était quand même gênant, on aurait dit les aventures de Martine. Martine au salon de l'agriculture, Martine visite le roi Merlin, Martine remporte avec ses élèves un prix, etc. Bref, le minimum syndical, je ne voyais pas ce qu'il voulait dire, mais bon, j'ai dit oui, j'avais pas vraiment le choix. Mon père, pendant l'été, a appelé le ministère, a raconté ce qui s'était passé, et une dame très gentille lui a donné le mail d'un responsable. Suite à cela, une enquête des inspecteurs généraux a eu lieu l'année suivante. Elle me raconte son retour au lycée à la pré-rentrée 2020. Un collègue est venu m'annoncer que l'équipe ne souhaitait pas faire de conseils d'enseignement pour préparer l'année. Même la nouvelle collègue s'est pliée à leur décision. Alors, pendant que toutes les autres équipes faisaient leurs conseils, moi j'étais toute seule sur le parvis pour attendre une autre réunion. J'étais vraiment triste, mais j'étais obligée d'accepter, je n'allais pas faire une réunion toute seule. Puis l'année a commencé, ça se passait bien avec les élèves, mais j'avais du mal à supporter les préconisations du DACEN. Plus de gros projets et à la récré, je n'allais pas en salle des profs. Des collègues venaient m'apporter un café de temps en temps. Pendant ce temps, l'enquête des inspecteurs généraux avait commencé. J'ai appris que 3 collègues avaient obtenu la protection fonctionnelle contre moi.
Ce n'est pas logique, me dit-elle. C'est moi qui dépose plainte pour harcèlement et le rectorat a joué à on ne se mouille pas. On la lui donne pour 3 et on la donne aux 3 autres. Du coup, m'explique-t-elle, cette décision a aggravé la situation parce que ses collègues ont interprété cela comme une décision de justice. Si le rectorat les protégeait, c'est qu'ils étaient innocents. Je savais que ma plainte allait être très probablement classée sans suite, car les victimes qui ont gagné au final que l'on suivait avec cyberassaut avaient toutes essuyé un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et elle m'explique que son avocate n'attendait que ça pour se porter partie civile. Je le savais que cela avait de grandes chances d'être classé, mais je n'ai pas supporté l'arrogance de certains collègues. La mission des IG rendait l'atmosphère très lourde dans l'établissement, mais ils ne faisaient que leur travail et ont accordé beaucoup de temps au lycée. Je ne supportais plus la situation, je n'en dormais plus, donc j'ai été arrêtée. Les IG m'avaient dit qu'ils rendraient leur rapport en début 2021. En attendant, Anne a été placée sur un poste d'adjoint dans un collège pour voir si les métiers de personnel de direction lui convenaient vraiment. Les mois passés, elle savait que le rapport des IG était parvenu au rectorat, mais il ne se passait rien et il n'y a pas eu d'enquête administrative. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'ils étaient en train d'étouffer l'affaire. Je n'ai pas terminé l'année dans ce collège. Je trouvais cela injuste et ça m'angoissait de savoir que mon institution ne réagissait pas. Fin juin, le rectorat a recommencé à essayer que je ne reprenne pas à la rentrée au lycée Victor Hugo. Je suis allée avec mon avocate, maître Amalric Zenati, au rectorat et ils ont conditionné ma reprise à une visite chez le médecin du travail. Cette dame a été très bien, elle m'a autorisée à reprendre sans aucun problème. Anne fait donc sa rentrée dans son lycée en 2021. J'allais bien, me dit-elle. J'avais accepté le comportement de certains collègues. Je les évitais et je ne m'occupais que de mes élèves. Et j'ai recommencé à mener beaucoup de projets car j'ai été enseignante dans le primaire et je crois en la pédagogie de projet. Mais une liste d'élus au CA qui comprenait un mis en cause a recommencé à faire des histoires. Le DACEN, M. CIS, est venu à la rentrée pour annoncer que nous allions avoir un IPR référent pour l'année, suite au rapport des IG, ce qui n'existait nulle part ailleurs dans l'académie. Cela voulait dire que les IG avaient relevé des problèmes pédagogiques, c'est évident, me dit-elle. Entre-temps, j'avais engagé une procédure contre le rectorat au tribunal administratif. Anne me dit, et là tout d'un coup, ils ont décidé d'organiser une médiation. 2 ans après les faits, me dit-elle, en ajoutant que toute personne s'intéressant un minimum au harcèlement sait qu'il faut agir de suite et pas 2 ans après. L'affaire était en cours. Certains élus avaient pris parti pour les mises en cause. J'ai refusé la médiation, ainsi que certains de mes amis. Elle me montre un petit paquet de mails imprimés. Elle m'explique. Ce sont tous les mails que j'ai adressés au DACEN pour l'alerter sur le fait que certains élus avaient pris la place des mises en cause et me nuisaient. J'ai vu un mail où elle signale que ses amis qui ont témoigné pour elle sont victimes de mêmes faits. Tentative d'empêcher d'exercer des fonctions professionnelles, ostracisme, remarques déplacées, etc. Anne me dit, le DACEN ne m'a jamais répondu. Elle ajoute qu'il est venu plusieurs fois au lycée pour recevoir les élus dont la liste comprenait un mis en cause, mais qu'elle sait qu'il lisait des lettres contre elle au DACEN et à sa hiérarchie. Anne a voulu aller à l'une de ces réunions pour avoir un droit de réponse, mais le DACEN n'a jamais répondu à sa demande, donc elle n'y est pas allée. Elle me raconte qu'elle en avait assez de ne pas avoir de réponse, que c'était du mépris et qu'elle ne faisait que de me demander une chose au rectorat, et je l'avais demandé dès 2020, de venir, d'expliquer que l'école n'est pas en dehors du droit et que tout le monde attende les décisions de justice sans faire de commentaires. Ils ne sont jamais venus le dire, me dit-elle, et s'agace en disant « Ce n'était quand même pas compliqué ce que je demandais ». Elle m'explique que le rectorat n'ayant pas mené d'enquête administrative, il n'y avait qu'une solution, attendre les décisions de justice. C'est lâche de la part du rectorat, ajoute-t-elle, car la voie judiciaire et la voie administrative sont dissociées. C'est un choix qu'ils ont fait, et comme la justice, c'est long, il allait falloir attendre longtemps. Anne m'explique que voyant ses amis, qui, étant témoins, auraient dû être protégés également, allaient mal, elle l'avait signalé au rectorat. Faute de réponse, elle leur avait dit qu'elle allait médiatiser. Aucune réponse, me dit-elle. Donc ils étaient prévenus, je suis passée sur la libre antenne d'Europe 1. J'avais pris un pseudo, mais le rectorat était prévenu que j'allais passer à l'antenne. Ils n'ont pas réagi. Anne me dit que les réunions où le DACEN écoutait les lettres de certains élus l'agaçaient, mais qu'elle était en forme et menait tous ses projets, tous ses cours normalement. 2 jours après mon passage à la radio, j'avais rendez-vous chez mon psy. Il lui a demandé ce qu'elle avait fait dans la semaine. Anne a répondu « Je suis passée sur Europe, ça commence à bien faire ».
Il lui a alors répondu: «Je comprends mieux pourquoi le rectorat cherche à me joindre à votre sujet. Je vais rappeler ce médecin devant vous.» Anne m'affirme avoir entendu la conversation, qu'elle n'avait pas donné le nom de son psy au rectorat et qu'aucun accord ne lui a été demandé pour que ce médecin contacte son psy. Elle ajoute: «Cette dame voulait inciter mon psy à m'arrêter et qu'elle avait dit: elle nous écrit, elle passe à la radio, jusqu'où ça va aller.» Son psy, expert auprès des tribunaux, a refusé et lui a indiqué que le rectorat n'avait qu'à lire le rapport des IG et agir en conséquence. Anne m'explique qu'elle avait prévenu le rectorat de ses intentions. Tant qu'il ne viendrait pas remettre à leur place certains collègues qui faisaient du mal à ses amis, elle n'arrêterait pas de médiatiser. Quelques semaines plus tard, un article qui visait le rectorat est sorti dans la Dépêche. Elle me raconte que les élèves ont lancé une pétition pour la soutenir et que certains avaient mis des affiches de soutien dans le lycée. Des collègues se sont mis en droit de retrait pour différentes raisons. J'ai voulu leur expliquer ma démarche, mais ils n'ont pas compris, et l'un d'entre eux m'a dit qu'on n'avait pas envie de m'entendre. J'avais eu également mon nom et mon affiche arrachée de mon casier juste avant cet épisode, mais le DACEN n'avait pas réagi non plus. Du coup, Anne et ceux qui n'étaient pas en droit de retrait ont fait cours normalement. Comme la salle des profs s'est chauffée, le DACEN est venu le mardi suivant pour éteindre le feu. Anne me raconte qu'elle lui a demandé en plénière de confirmer qu'il y avait bien des procédures en cours, qu'elle lui avait envoyées la veille par voie hiérarchique. Le DACEN s'est caché derrière un mail de service juridique et a juste reconnu l'action OTA. Je me suis fait traiter de menteuse. Il m'a ensuite demandé de quitter la réunion. Je suis donc repartie en cours avec mes élèves. On est venu me chercher en plein milieu du cours parce que ce monsieur avait décidé que maintenant, il souhaitait me voir. Anne s'y est rendue avec 2 élus qui la soutenaient. Le DACEN s'est montré particulièrement suffisant et désagréable, me dit Anne. Il m'a reproché, entre autres, d'avoir écrit à l'ancien DRH que je savais que ce serait dur. Elle me dit: bien sûr, je le savais, mais pas qu'il s'en prendrait aussi à mes amis et que le DACEN laisserait faire. Mais ça ne m'impressionne pas, je lui ai dit. Vu la façon dont vous gérez les choses, monsieur, des collègues vont faire n'importe quoi. Il m'a alors répondu: vous êtes toujours dans la méfiance, moi dans la confiance. Le jour même, j'ai été diffamée devant des classes entières. Des élèves ont enregistré les collègues et pour les protéger, un adulte de l'établissement a recopié les propos tenus. Un de ses collègues a également reçu des SMS prouvant qu'il y avait eu diffamation. Anne m'a montré ses preuves et par respect pour elle, je ne dévoilerai pas le contenu, mais c'est abject. Elle m'a aussi indiqué que des parents avaient dénoncé des collègues, qu'elle le savait, mais que les courriers ne lui avaient pas été montrés car selon la présidente de la FCPE, c'était indicible. Le soir même, Anne a prévenu le DACEN. En réponse, me dit-elle, j'ai été convoquée par l'employeur pour voir un autre médecin du rectorat. Elle m'explique y être allée en toute confiance, mais que ce médecin ne l'a pas écoutée, qu'il s'est montré menaçant et lui a dit: si le rectorat ne reconnaît pas les diffamations, vous devez vous taire et ne rien écrire. Dès le lendemain, Anne a fait un signalement de ce médecin au Conseil de l'Ordre. Elle y ajoute que sa fiche médicale avait été transmise sur des boîtes mail non sécurisées. Les secrétaires du lycée pouvaient y accéder et m'a montré le document où ce médecin indique que la reprise est possible, mais que l'agent s'engage à ne plus parler de l'affaire dans l'établissement et à ne plus médiatiser. Anne me dit: ce médecin est en faute, cela n'a rien de médical. Un médecin du travail que je connais m'a dit que cela relevait du tribunal administratif. Elle m'explique qu'elle en a assez des procédures et qu'elle a ajouté son signalement au dossier pénal. Elle me montre une lettre élogieuse de parents sur son travail et qui ajoute: notre fille nous a dit que vous n'aviez jamais parlé de vos problèmes, nous vous en remercions. Ce qui n'a pas été le cas d'autres professeurs qui auraient mieux fait de se taire. Suite à cet événement, Anne a baissé les bras et a décidé de demander sa mutation qu'elle a obtenue. Ça aurait dû s'arrêter là, me dit-elle, mais le mois dernier, j'ai été convoquée à la police sur demande du vice-procureur pour déposer plainte sur tous les faits qui se sont produits depuis 2020, date de ma première plainte, et il a ordonné l'enquête. J'ai ajouté des personnes qui sont désormais mises en cause pour les diffamations publiques notamment. J'ai alors découvert des documents que mes amis avaient fait passer à mon père, mais qu'il ne voulait pas que je voie pour me protéger. Il s'avère que le DACEN est revenu le jour du pot de fin d'année au lycée, en juillet, pour affirmer devant le plus de collègues possible que c'était une mutation d'office et a tenu des propos déloyaux vis-à-vis du rapport des IG, dégradant à mon encontre et qu'il était déloyal avec ma direction, puisqu'à moi qui écrivais par la voie hiérarchique, il n'a jamais répondu, mais qu'il avait répondu aux autres qui ne passaient même pas par la voie hiérarchique. Je n'ai jamais été mutée d'office, me dit-elle en me montrant ses états de service, et j'ai appris qu'on ne faisait pas ça comme ça, il faut être passé en commission.
Mais je n'ai rien fait, je ne m'occupais que de mes élèves. Je n'en parlais pas, mais le Dasen ne voulait pas intervenir. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je ne comprends pas pourquoi il a inventé ça, sinon pour faire plaisir à ses collègues qui n'attendaient qu'une chose, que l'institution s'en prenne à moi. Mais dans son auditoire, il y avait des gens qui me soutenaient, ont enregistré et ont retranscrit ces propos qui sont désormais entre les mains de la justice. Et ça ne lui a pas suffi, semble-t-il, puisqu'elle me montre le compte rendu de la liste composée avec un mise en cause. Monsieur le Dasen est revenu à la rentrée 2023 pour affirmer des choses fausses concernant l'affaire judiciaire. La commission rogatoire est en cours et la juge a été nommée, me dit Anne, et il ose affirmer avant même la fin de la procédure qu'il n'y a pas de harcèlement dans ce lycée. Un petit café plus tard, Anne m'explique qu'elle a perdu le sens de son métier suite aux agissements du Dasen, car elle avait confiance en son institution. Elle termine en me disant « J'avais pourtant prévenu le recteur de son attitude partisane et lui avais demandé de s'occuper du dossier par voie hiérarchique, mais il ne m'a jamais répondu lui non plus. En fait, j'écrivais dans le vide, ils ne m'ont jamais répondu, même pas une fois. » Mais elle me dit « Je termine ce combat parce que suite à l'article de la Dépêche, des collègues détruits par ce type de pratique m'ont écrit et téléphoné. J'espère que cela fera bouger les choses et qu'ils ne feront plus cela. La justice s'occupe de mon passé, moi je regarde devant, me dit-elle, et mon avenir ne sera peut-être pas dans l'éducation nationale. » Eh bien, quelle histoire! Alors, ça a été compliqué à lire parce qu'au niveau de la ponctuation, c'est vraiment pas top. Oui, donc, vous voyez, hein, même les professeurs en bavent quand il s'agit du harcèlement. Alors là, on n'a pas tous les détails du harcèlement même, mais c'était intéressant de voir comment c'est géré du coup par l'académie. Et c'est géré évidemment n'importe comment parce que comme pour un élève, en fait, ils agissent exactement de la même manière. C'est l'élève qui se fait harceler, c'est lui qu'on vire de l'école. Là, c'est la professeure qui se fait harceler, c'est elle qu'on essaye d'éloigner, au lieu de s'occuper du problème de base. Parce que les élèves qui harcèlent, ils restent dans l'école, ils peuvent encore en harceler d'autres. Ils sont en groupe, évidemment, ils n'harcèlent jamais seuls, ils sont en groupe. Donc il faut toujours détruire le groupe, envoyer chaque élève séparément dans des écoles différentes. C'est ça qui pourrait régler le souci. Et là, c'est pareil avec les professeurs. Ils étaient trois contre elle, et ils les laissent ensemble. Donc elle s'en va, mais les trois sont toujours là. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui prend sa place, il pourrait se passer exactement la même chose, et ce sera encore la personne harcelée qui s'en va pour donner sa place à quelqu'un d'autre, à qui il pourrait aussi peut-être également se passer la même chose. Parce qu'on n'attaque jamais le problème à la base. Et c'est ça le souci. Et tout ça juste pour faire bonne figure. Juste pour ne pas faire de vagues. Alors qu'on sait très bien que l'éducation nationale, c'est pourri, c'est complètement pourri. Enfin, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ce texte. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses, du harcèlement, même si c'est pas dans le niveau scolaire, au travail ou quoi, ou si vous connaissez quelqu'un qui a subi ça, évidemment, n'hésitez pas à le raconter dans les commentaires. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!